Je vais demander à Jean-Pierre Cheval, François Renaud, Marc Van de Candeler et Thomas Haas de bien vouloir me rejoindre. Pour s'attaquer, vous le savez, à la question de l'énergie, il faut d'abord faire un constat aujourd'hui. Nous sommes encore dépendants du pétrole. Or, pour le secteur des travaux publics, l'énergie consommée par les engins et les machines sur les chantiers, vous l'avez dit, représente aujourd'hui 25% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. C'est donc un point à traiter. Le mix énergétique est en marche, mais pourquoi met-il du temps à bannir les énergies fossiles? Les biocarburants peuvent-ils être une partie de la réponse? Comment et sur quelles machines pourrons-nous utiliser l'hydrogène? Quid de l'avitaillement des chantiers en électricité? Autant de sujets que nous allons évoquer avec nos invités. Je vais vous laisser venir prendre mon siège. Voilà, regardez, on fait comme on fait. C'est le système D parfois. Je vous en prie, prenez-le, prenez mon siège. On va faire circuler, on a normalement un micro supplémentaire qui est là. Voilà, je vais, voilà. Et on va demander un petit micro supplémentaire puisque vous êtes 6 sur cette table ronde. Je vais refaire les présentations. Je vous ai appelé pour que vous ayez le temps de vous installer. Jean-Pierre Cheval, bonjour. Merci d'être avec nous, présidente du groupe Cheval, entrepreneur des travaux publics. Vous comptez, je crois, 800 salariés, un peu plus de 1000 collaborateurs. Plus de 1000 maintenant. Et vous êtes engagé sur les questions de RSE et d'environnement. François Renaud est aussi avec nous. Bonjour. Directeur matériel et développement durable chez Kiloutou. Également à nos côtés, Marc Van de Candeler. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur commercial d'Oléosan, filiale du groupe Avril, qui produit des biocarburants à partir de colza. Thomas Haas est là aussi, merci de nous avoir rejoints, directeur de la division terrassement chez Liebherr, le constructeur d'engins Liebherr. Et enfin, Marc Hano, merci d'être aussi avec nous. Arnaud Prota, ça y est, vous avez trouvé un siège, bonjour, merci d'être là. Vous êtes Head of Product Marketing et Sustainability chez Total Energy. Je vais commencer peut-être par vous, Jean-Pierre Cheval. Quelle est la taille de votre parc aujourd'hui? Combien de véhicules, combien d'engins? Parce que vous êtes, je crois, la première entreprise à mission de la branche des travaux publics. Oui, alors le groupe Cheval aujourd'hui c'est 1000 collaborateurs, c'est un parc matériel d'un peu plus de 3000 moteurs. Effectivement, on est très engagé sur la transition. En ayant des métiers impactants quand même sur l'environnement, on se doit, par nos responsabilités, d'essayer de limiter cet impact. Après avoir travaillé pour les populations, pour les territoires, je crois qu'on doit aussi préserver la planète. Donc on se doit d'agir pour notre responsabilité environnementale et avoir une politique de transition énergétique ambitieuse. C'est ce qu'on a essayé de faire au groupe Cheval, notamment à travers les engagements pris dans le cadre de la société à mission, puisqu'effectivement on est la première entreprise à mission dans le domaine des travaux publics, on n'est plus la seule, et tant mieux, je sens qu'on a peut-être été précurseur, mais ça a peut-être aussi donné une impulsion et que chacun se soucie de limiter son impact. Si je vous ai posé cette question, évidemment, c'est que j'ai une idée derrière la tête, hein, vous vous en doutez. C'est que je voudrais savoir si vous arrivez justement à acheter ou à louer du matériel qui correspond aux valeurs que vous prenez. Alors, on a pris des engagements très forts, notamment sur la flotte matériel roulant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a peu d'offres technologiques concernant les engins, et peut-être que mon voisin démentira. Voilà, la transition est en route et aujourd'hui on souffre un petit peu du manque d'offres technologiques. Donc j'espère que les concessionnaires et les constructeurs pourront répondre favorablement. Aujourd'hui on a fait des choix pour aller vers les énergies existantes, donc Oléosan entre autres avec les biocarburants, on en parlera tout à l'heure. On a bien sûr basculé une partie des véhicules légers et véhicules utilitaires vers les énergies électriques, hybrides. On a aussi fait le choix d'aller vers le biogaz pour le matériel roulant, notamment les véhicules utilitaires et les poids lourds, puisqu'il y a certaines marques qui proposent déjà des solutions technologiques qui fonctionnent. Donc voilà, il y a une transition qui se met en place, on essaye d'être acteur. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer chez les constructeurs. Et on va vérifier tout de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une prise de conscience collective. Après, on voudrait toujours que ça aille plus vite et aller plus loin. Donc on aura certainement des réponses ce matin. Je crois qu'il faut, comme l'a dit Xavier, avoir une évolution progressive, déjà utilisée, faire le pas de changer les habitudes. Et ça, c'est un des premiers freins, notamment dans la profession, mais pas que. C'est compliqué de changer les habitudes. On a eu la chance d'avoir du matériel qui répondait à nos attentes. Peut-être c'est certaines contraintes
qui sont pas insurmontables, qu'il faut accepter. Et c'est ce qu'on fait à travers cette transition vers des énergies alternatives. Alors, allons chercher les réponses, comme vous dites, puisque je crois qu'on est au bon endroit. On a tous les acteurs réunis ici autour de la table. Et je vais passer la parole à Thomas Haas. Je voudrais vous poser une question, Thomas. Je suis entrepreneur des travaux publics. Je sais que je dois réduire mon empreinte carbone. Ça passe forcément par un changement d'énergie. Aujourd'hui, j'ai quoi comme machine à ma disposition pour le faire? Est-ce que j'ai un parc suffisant pour pouvoir choisir et vraiment faire le saut? Oui, est-ce que mon voisin il a exprimé précisément? On est dans une phase. Alors, tenez peut-être le micro un tout petit peu. On est dans une phase de transition en termes de matériel. On est aujourd'hui réunis tous ici au salon et on montre un peu l'offre que tous les constructeurs ont développée les dernières années. Et je me souviens de la dernière édition, il y a 6 ans, d'Intermat, on voyait presque rien. Donc aujourd'hui, l'offre commence à surgir sur le marché en différentes variantes. On parle aujourd'hui de cette transition énergétique. On a des solutions certainement de transition. Il y en a d'autres qui seront durables, qui ont pris leur place, qui sont en train de prendre leur place. L'offre est un peu... On va demander à la technique de bien vouloir pousser un petit peu les potards, comme on dit dans le jargon, parce que sinon ce serait dommage qu'on n'entende pas Thomas Haas. C'est une partie importante de cette intervention. Donc aujourd'hui, l'offre commence à se voir. Néanmoins, quand nous avons démarré cette démarche vers la transition, pour nous, étant constructeurs, il faut qu'on parle différentes choses. D'abord, il fallait carrément développer certaines technologies qui n'étaient pas matures, qu'il fallait développer en termes de technologie, après l'implanter sur les engins. Et aujourd'hui, on est tous là avec une grande vague de lancement de ces produits-là. Mais je suis d'accord avec vous, on n'est pas encore toute la gamme, toutes les solutions, car en termes d'état de maturité, on n'est pas encore au même stade sur toutes les technologies, mais je pense qu'aujourd'hui, on a déjà une offre et certains chantiers démontrent qu'aujourd'hui, on sait les faire complètement décarbonés. D'accord, donc est-ce qu'on est en mesure, par exemple, de dire aujourd'hui, dans 10 ans, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'accélération, de faire en 30 ans, en 10 ans ce qu'on a fait en 30 ans, dans 10 ans ou peut-être d'ici 2050, on sera en capacité d'avoir un parc neutre? Oui, j'en suis persuadé. Moi, je pense que c'est une phase qui est en train de s'accélérer. Moi, je dirais d'ici 10 à 15 ans, on y arrive. Car on en a besoin. Car déjà, si vous regardez la stratégie nationale bas carbone qui nous donne les objectifs pour 2030, moins 40%, veut dire les investissements que vous faites aujourd'hui ont un impact sur vos objectifs à tenir en 2030. Ça, il faut commencer maintenant. On ne peut pas faire intégralement les 100% d'ici 2030, mais on aura entre 30 et 40% une possibilité d'y arriver. Et les 5-10 ans après, on fait le reste. On est tous sur la même trajectoire. On est tous sur la même trajectoire et je vais me tourner du côté des loueurs parce que j'imagine que c'est la même problématique. Est-ce que vous avez, vous, sur catalogue, si j'ose dire, des machines qui prennent en compte cette dimension environnementale? Et qui vient vous les demander? Parce que c'est aussi ça la question. Ça, c'est la très bonne question, Raphaël. Alors nous, on a une offre complète au travers de ce qu'on appelle la gamme Impact chez Kiloutou, qu'on retrouve chez les autres loueurs, bien évidemment. On n'a pas l'exclusivité. On a une gamme très large de matériel. C'est des matériels de terrassement compact essentiellement, qui doivent apporter cette capacité à atteindre les objectifs de décarbonation. Alors moi j'ai envie de parler de deux choses, j'ai envie de parler de technique et puis j'ai envie de parler d'argent, Raphaël. Alors comment on peut procéder à ça sans monopoliser la parole? Allez, en parler. Parce que je sais qu'il ne faut pas le faire, mais tant pis, je prends le risque. Alors parlons technique, les bonnes nouvelles du côté de la technique, je vais confirmer ce que Xavier On a 50 minutes, donc oui, mais je voudrais quand même qu'on puisse tous parler. Alors sur la partie technique, je vais confirmer ce que nous a dit Xavier Neuschwander. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Alors à Intermat, on peut le voir, vous avez tous circulé, et vous Raphaël aussi, dans le salon, les offres sont là. Donc je voudrais confirmer au groupe Cheval que c'est plutôt les bonnes nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. On parle bien de technologie, on parle de technique. Juste pour illustrer le propos par exemple, parce qu'on va aussi parler de la recharge des matériels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez un powerbank qui tient sur une palette, ce powerbank il va être capable de recharger 3 matériels compacts en une fois, vous voyez ?
On a des fournisseurs aujourd'hui qui proposent, alors on est à l'international, on est en Chine, on est un peu loin, mais sur un container de 10 pieds, on va pouvoir fournir 6,25 MWh. Ça ne vous parle pas, mais ça va pouvoir recharger 9 matériels compacts pendant 25 jours. Donc les nouvelles du côté technologique sont bonnes. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne va pas plus vite ? On ne va pas plus vite d'abord parce qu'il faut y aller tous à la même vitesse. Et aussi, il faut quand même se dire que c'est plus cher. Donc il faut quand même trouver l'équation économique dans tout ça. Et le prix est un frein Et aujourd'hui ? le prix est un frein aujourd'hui parce que les solutions sont là. Nous, on a fait l'acquisition de beaucoup de ces matériels. Et le taux d'occupation de ces matériels est insuffisant aujourd'hui. Il est de combien ce taux d'occupation ? Ce taux d'occupation, il est de 20% à 25% inférieur au taux d'occupation des autres machines. Donc en fait, ce qui se passe, pour les matériels que nous avons, tous les tests sont en train de se faire. Xavier Neuschwander parlait de la maîtrise d'ouvrage. Elle joue aussi son rôle, qu'elle soit publique ou privée. C'est on veut tester des solutions zéro carbone sur chantier. Mais ces chantiers, ils sont trop rares aujourd'hui. Ils sont beaucoup trop rares, donc il faut accélérer la demande avec l'exemple de la demande publique. Et puis il faut regarder l'équation économique tous ensemble. Et le petit coup de pouce qu'il y a eu sur le véhicule, il faudrait probablement qu'on l'ait aussi dans notre univers du TP et du BTP. Ça veut dire que tout est là. Il va falloir faire baisser les prix et c'est pour ça que quand je vous ai dit qui les demande, vous m'avez dit c'est bien le problème, c'est qu'on ne nous les demande pas parce qu'ils sont trop chers. Et en fait, on ne les demande pas suffisamment parce qu'ils sont trop chers, parce qu'aujourd'hui, le pétrole, il faut le reconnaître, est à un prix qui est beaucoup plus acceptable que le dispositif d'un matériel électrique rechargé sur chantier. Oui, Thomas Haas, je vous voyais réagir et puis je vais donner la parole ensuite. Je suis d'accord avec François. Les prix sont plus chers aujourd'hui. Les prix qu'on pratique pour ces nouveaux matériels avec des nouvelles technologies. Mais ce n'est pas car le constructeur veut mettre ces prix-là, c'est car la quantité n'est pas encore là. C'est des technologies qui coûtent plus cher. Nous, aux constructeurs, ce n'est pas notre plaisir de vendre ça plus cher. Au contraire, on serait ravis de vendre ça au même prix. Par contre, il faut que quelqu'un paye le prix. Ça veut dire, et c'est ça aujourd'hui, on n'a pas encore fait la boucle. Ça veut dire, si vous faites un chantier, vous n'êtes pas payé plus cher si vous venez avec du matériel classique ou du matériel décarboné. Et ça, il y a quelque part un trou dans la formule. J'ai parlé tout à l'heure des carburants, parce que cette table porte effectivement sur le remplacement du pétrole. C'est un mouvement qui est engagé évidemment chez Total Energy. Ce mix énergétique pour les machines des travaux publics, il va ressembler à quoi si on schématise dans les grandes lignes ? Il a commencé bien sûr, mais on voit bien que ça a du mal à prendre. Alors, effectivement, je vais répondre à votre question. J'ai beaucoup de remarques sur ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. Okay. Peut-être je vais demander qu'on monte un peu le son aussi. Alors, le BTP, c'est deux typologies. On va résumer à deux typologies de machines dont on va parler aujourd'hui. Il y a tout ce qui roule sur route, camions, parce qu'il ne faut pas oublier les camions. Il y a 50 000 camions aujourd'hui dans le BTP. Il y a à peu près 120 000 150 000 véhicules utilitaires. Ça va suivre la trajectoire de décarbonation en fait imposée par la réglementation CO2 en Europe. Ça va s'électrifier très vite. Peut-être sur des usages très intensifs de véhicules utilitaires, il peut y avoir de l'hydrogène en solution. Et on peut aussi imaginer l'hydrogène dans un véhicule utilitaire comme une solution pour amener de l'électricité sur des chantiers. Donc il y aura peut-être des combinaisons qui vont demain devenir une réalité et rendre en fait le véhicule utilitaire léger plus acceptable aussi pour le secteur du BTP. Ça, c'est pour la partie mobilité route. Sur la partie off-road, chantier, clairement, la première énergie disponible qui va substituer en fait le GNR, ça va être les énergies bas carbone liquides. Donc là, on est sur le HVO 100, le B100, Piscoléo 100 est à la table. Donc c'est une énergie qu'il faut regarder. De toute façon, on ne pourra pas se permettre d'en oublier une pour respecter la trajectoire de décarbonation. Je pense qu'on est dans une phase où toutes les énergies vont être importantes. Pour répondre complètement à votre question, je pense que l'électrique, on le voit là sur le Liber, Cat, Volvo, tout le monde, je suis passé sur tout le monde affiche de l'électrique. Donc en fait, tout ce qui est à petit appel de puissance va en fait s'électrifier. Alors c'est important ce que vous dites, petit appel de puissance, parce que ça se pose autrement, effectivement, sur des plus grosses machines. Quand on monte en gamme, si j'ose dire, là il faut une grosse puissance électrique. Ça pose d'autres problèmes de ravitaillement ou
ou Bah, de mise en charge Aujourd'hui, on n'a pas. Alors, je et d'autonomie. Je suis tout à fait d'accord. On voit les efforts aujourd'hui qui sont faits par les OEM pour amener des véhicules bas carbone. Donc c'est évident, les gammes commencent à se construire. Cela dit, technologiquement sur les batteries, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la capacité énergétique qu'on a avec les carburants fossiles. Donc on a avec de l'électrique quand même pas la même longévité sur des chantiers qui font appel à des gros appels de puissance. Je vais vous laisser répondre, mais je vais peut-être d'abord donner la parole à Marc avant. Si j'entends bien, là, il y a vraiment une bonne carte à jouer sur les biocarburants, issus du colza, en l'occurrence, dans le secteur de l'énergie. Comment vous les voyez, ces développements, et où on en est pour l'instant ? Alors où on en est, le biocarburant baissant oléosan, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Donc effectivement, il y a deux consommations dans le TP, il y a le transport et il y a les engins. Et côté transport, j'ai envie de dire que la solution existe aujourd'hui avec oléosan. L'entreprise Cheval est là pour le montrer, puisque vous parliez de 50 000 camions qui roulent pour le TP aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 14 000 camions aujourd'hui qui roulent à l'oléosan, donc c'est une vraie réalité. Nous avons vendu plus de 180 000 m3 d'oléosan l'année dernière, et à peu près 10% des ventes de camions neufs se font en véhicules homologués baissants aujourd'hui. Donc, du point de vue du transport, vous avez avec oléosan une vraie solution avec beaucoup de véhicules homologués. Les 3/4 de la gamme des camions sont homologués aujourd'hui chez Volvo, chez Renault Trucks, chez Scania, chez MAN. Et vous parliez de coûts. Effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et un constructeur comme MAN aujourd'hui, avec la collaboration commerciale que nous avons montée ensemble, propose une solution isocoût gazole en baissant exclusif, puisque vous avez aujourd'hui des camions baissants exclusifs qui bénéficient de critères et du suramortissement. Et donc ça, évidemment, ça aide un petit peu du point de vue économique et ça permet d'effacer les surcoûts de quelques pourcents qui existent, en particulier sur un léger surentretien. Vous avez fait le distinguo entre les engins de transport et les machines. Il me semble que pour les machines, du côté machine agricole, vous l'utilisez déjà. Donc ça devrait... Alors, du côté machine agricole, je dirais que c'est très très spécifique. Mais en tout cas, du côté des engins de TP, qui sont évidemment essentiels dans votre activité, il y a aujourd'hui un sujet homologation, parce qu'effectivement, les étapes 5 ne sont pas homologuées aujourd'hui. Donc nous avons des grands groupes comme Vicat, comme Urano, qui ont des carrières, etc., qui tournent à l'oléosan. Néanmoins, sur les moteurs neufs, effectivement, en étape 5, il n'y a pas d'homologation aujourd'hui, il n'y a pas de constructeur qui a fait l'effort de cette homologation, et donc on est bloqué, entre guillemets, à 90% du parc, qui est le parc ancien. Enfin, ça laisse quand même de la place à la décarbonation immédiate sur le pré-étape 5. Je vous voyais réagir tout à l'heure après les propos d'Arnaud. Oui, alors pour confirmer que sur la partie électrique, il y a quand même beaucoup de choses. Là encore, les bonnes nouvelles devraient arriver sur la partie électrique. Juste pour donner quelques chiffres. Aujourd'hui, sur des petites batteries qui sont des power banks pour recharger des matériels électriques portables, on est au kilo de batterie à 100 Wh. Sur les véhicules électriques les plus performants, on est à 300 Wh par kilo de batterie. Et aujourd'hui, au niveau industriel, on va être probablement dans les 2 ans qui viennent capable de fabriquer des batteries qui proposeront pour 1 kg de batterie 500 Wh de capacité. Donc il va y avoir du côté de la technologie des choses très intéressantes qui vont se développer, qui vont lever un certain nombre de freins et de peurs légitimes aujourd'hui sur le marché, sur l'autonomie des machines, la capacité de les recharger, etc. Donc oui, sur les batteries aujourd'hui, il faut être très vigilant, ça bouge très très vite et les matériels de BTP vont bénéficier de toutes les avancées technologiques autour des batteries. Les avancées technologiques, il faudra ensuite que les prix soient au rendez-vous. C'est vous qui en parlez, moi je ne voulais pas en reparler. Non, j'ai bien compris. Mais je suis là pour ça aussi. J'ai vu Xavier prendre des notes. Quand vous avez parlé de prix, il a écrit des choses. Le prix, c'est vraiment, Jean-Pierre, ce qui pose problème encore pour que ça se démocratise, ces usages. Je vois, on fait un tour de table et chacun défend ou fait le lobbying de
son propre orientation, ou de On est là son pour débattre. intérêt. On est là pour débattre. C'est important d'en débattre. Je pense dans tous les cas, nous, entreprises utilisatrices, on aura besoin d'une mixité d'outils. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des contraintes et des avantages. Si on parle du biocarburant, l'avantage c'est que c'est facilement transportable sur nos métiers avec une motorisation qui est adaptable facilement. Voilà, ça c'est un des gros intérêts. Si on parle de l'électrique, bien sûr qu'aujourd'hui on est en recherche de puissance, on aura la contrainte du prix, on aura la contrainte de l'alimentation de nos matériels sur chantier aussi. Alors vous parlez effectivement de conteneurs, de stockage qui arrivent, c'est une solution nécessaire, indispensable. Aujourd'hui sur chantier, on n'a pas forcément le raccordement. On ne peut pas avoir non plus un raccordement permanent parce qu'il y a une gêne occasionnée pendant l'action de travail. Donc voilà, l'électrique forcément fera partie des solutions. Moi je disais, on parle du biocarburant qui existe, le biogaz existe aussi. Moi je trouve qu'il est très adapté à notre profession puisque le biogaz c'est de l'énergie des territoires qui peut être fabriquée en circuit court. Les systèmes, les motorisations existent. Aujourd'hui je ne comprends pas qu'on ne le démocratise pas plus. Ça, messieurs les constructeurs, à vous de jouer. Aujourd'hui, nous, on travaille sur les territoires avec nos entreprises. Le biogaz peut être produit en circuit court avec des déchets des territoires. Donc pour moi, c'est une solution qui existe et qui a moins de contraintes. Voilà, on l'utilise. Et j'ai oublié une autre énergie, l'hydrogène. J'en ai entendu parler. L'hydrogène, on en parle beaucoup, mais il n'est pas mature. Donc nous, on l'attend avec beaucoup d'impatience parce qu'on sent que pour les gros matériels de terrassement où les puissances sont très fortes, très importantes, on espère que ça sera une solution. Mais aujourd'hui, si je me trompe, on est loin de la maturité. On va en parler de l'hydrogène, mais vous avez été quasiment interpellé là sur le biogaz. Alors, c'est pour quand ? On en est où au degré de maturité pour le biogaz ? Est-ce que c'est une solution que... Le biogaz il serait plus adapté, parce qu'on a la même contrainte que l'électrique, l'alimentation sur chantier. Le biogaz serait plus adapté pour le matériel roulant. Roulant. Je réponds un peu en Allez-y. En pirouette. Avec deux autres remarques. Vous avez raison. Demain, le monde sera plus le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ou hier plutôt, on avait une solution, c'était le moteur diesel. Après les différentes étapes de dépollution. Et à un moment donné, le côté légal, côté administratif, on a vu aussi, attention, les émissions qui vont derrière sont impactées parce qu'on met dans le réservoir. C'est pour ça, vous l'avez cité, Marc, depuis l'étape 5, le carburant aussi, le moteur doit être certifié par le carburant pour garantir les émissions derrière. Et c'est là où il y a un grand débat sur différents types de carburant. Et qu'on veuille ou pas, demain, l'offre sera très, très, très hétérogène. Et ça en fonction de deux facteurs. Un facteur, c'est l'application, mobile, statique, semi-mobile, etc. Et la plage de puissance. Moi, je viens par exemple d'un constructeur qui a des plages de puissance. La plus petite, c'est 30 kW, c'est petit. Et la plus grande, c'est 3000 kW, 3 MW. On a tout ça dans les engins. Et là, il n'y a pas la solution, les Anglais disent one fits all. Ça veut dire on aura défini pour nous une stratégie. On dit OK, jusqu'à une certaine plage de puissance, la batterie, l'électrique, c'est possible. On maintient aussi la mobilité, pas de problème. Aujourd'hui, ça coûte cher, mais ça va faire partie du décor. Après, il y a une certaine plage de puissance, on va parler hydrogène ou autres carburants alternatifs, des carburants de transition qui sont biologiques. Par contre, je suis désolé, mais c'est des transitions, car si tout le monde allait vers le bio, on n'aura pas assez, tout simplement, même pour notre métier. Pour votre métier, il n'y aura pas assez. Et à partir d'une certaine puissance, il faut repartir vers l'électrique. Alors c'est ou intéressant. d'autres carburants. Ça veut dire qu'on a une offre assez diversifiée. Et pour nos constructeurs, il faut qu'on prépare tout ça en fonction du matériel. Et je suis d'accord avec vous, l'hydrogène, on est encore en phase de tests, d'études, etc. Mais vous voyez aussi ici, sur le salon, il y a différents constructeurs, moteurs ou autres, soit piles à combustible, soit moteurs thermiques à combustion, qui travaillent sur l'hydrogène. Comment on résout cette problématique ? Parce qu'il y a deux problèmes en un finalement. C'est est-ce qu'on en a suffisamment de ces biocarburants pour alimenter les machines ? Et puis, comment on fait pour segmenter en fait, pour dire sur ce type de machine, je vais choisir telle énergie, sur telle machine, je vais plutôt privilégier celle-là. Il va falloir faire des choix et qui soient les mêmes peut-être d'un pays à l'autre aussi, ce qui n'est pas évident.
Alors, sur la partie biocarburant liquide, on a une problématique de feedstock, c'est-à-dire le matériel qu'on utilise, ça peut être du colza, ça peut être des graisses animales, ça peut être des huiles usagées. Donc, ce feedstock, en fait, aujourd'hui, il y a une quantité finie. Il va évoluer, mais il ne pourra pas répondre en fait à toutes les demandes qui vont demain peser sur le besoin. Donc on va avoir des demandes de carburant bas carbone pour le BTP, mais on en aura aussi pour l'aérien. Ce que l'on voit à côté Total Energy, c'est que pour la transition, c'est pour ça que c'est une énergie de transition. Pour la transition, c'est quelque chose qui nous apparaît tout à fait tenable. Jusqu'à horizon 2030, il n'y aura pas encore trop de tension sur ces produits. C'est avec l'augmentation des besoins de production de SAF qu'il va y avoir une pression en fait sur le HVO et qu'il peut y avoir un basculement entre 2030 et 2040 de disponibilité de ces biocarburants. Mais ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'entre-temps, la technologie va évoluer sur l'électrique, donc on aura des solutions électriques. On sait aussi l'hydrogène, je suis tout à fait d'accord, l'hydrogène aujourd'hui, c'est un challenge d'utiliser l'hydrogène sur des chantiers. C'est contrairement au carburant XTL ou GNR, ça a des propriétés, c'est plus dangereux à manipuler. Ça impose aussi pas mal de contraintes de sécurité. Donc il faut qu'on apprenne à maîtriser ça. Il faut aussi qu'on améliore les technologies moteurs. Ça sera vraisemblablement pas de l'ICE, ça sera vraisemblablement de l'ICE hydrogène, c'est-à-dire de la combustion hydrogène plutôt que de la fuel cell. Voilà. Mais tout ça aujourd'hui, c'est encore vraiment à l'étape de R&D. Je voudrais vous entendre sur la part des sur biocarburants. la disponibilité de la matière première, bien sûr. C'est vrai que moi qui suis directeur commercial, on me pose souvent la question, mais est-ce que vous aurez assez de produits pour tout le monde ? Donc c'est assez agréable en étant directeur commercial qu'on me pose cette question, je vous avoue. Le fait est qu'il y a une chose qui est certaine. Je ne sais pas si l'hydrogène va beaucoup se développer à l'avenir, mais en tout cas l'agriculture française, l'agriculture européenne continuera à exister. Dieu merci. Et nous sommes un coproduit de la protéine en fait. Quand vous faites du colza, vous faites deux choses, vous faites de la protéine et vous faites de l'huile. Seulement une toute petite partie de l'huile en fait est utilisée pour l'alimentaire par les Français, ça ne représente que 15% de la production d'huile de colza en France. Tout le reste, il faut trouver un débouché. Nous avons un débouché important aujourd'hui qui est le mélange que nous faisons avec le gasoil. Notamment Total le fait, c'est un excellent client de mon groupe. Ce débouché-là, ce débouché voiture particulière est en train de baisser de façon importante parce que là, l'électrification, ça va très 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 vite. Et donc pour nous, clairement, le marché de l'avenir, c'est justement le poids lourd. J'espère aussi les engins TP, parce que là-dessus, il y a clairement un besoin de transportabilité, de kilométrage qu'on peut faire avec un plein. Donc ça, c'est très important. Et aussi un enjeu sécurité, parce que je vous rappelle que notre produit est non dangereux. Donc c'est pour ça qu'on peut installer des cuves partout chez nos clients. Il est non dangereux. Et donc, par exemple, on a fait un chantier d'autoroute avec Eurovia où on a mis à disposition un stockage sur le chantier qui a permis de faire ce chantier. Donc ce qu'on voit nous, c'est évidemment un partage des différentes énergies. Nous, notre objectif de 10% sur le transport poids lourd, il nous va bien. Ça représentera 500-600 000 mètres cubes. C'est important. Et ce sera tout à fait en ligne avec le potentiel de l'agriculture française. Je voudrais vous entendre sur les biocarburants, Xavier, parce qu'il me semble qu'il y a des négociations qui sont en cours. Vous en êtes où ? Alors, avant de dire où on en est des négociations avec l'État, je voudrais donner un peu notre point de vue des travaux publics, des entreprises de travaux publics sur les énergies. Il y a plusieurs contextes qu'il faut préciser avant de voir une stratégie. Le premier, c'est que les technologies évoluent et évoluent vite. Le deuxième, c'est que on ne peut pas avoir sur nos chantiers une douzaine d'énergies différentes parce que les choses seront ingérables pour la logistique.
de l'énergie. Parce que sur un chantier, il y a des sous-traitants, il y a plusieurs entreprises qui interviennent. Si chacune a son type d'énergie, il y a un moment où ça ne marche pas. Donc il faut faire des choix. Il faut faire des choix. La troisième, qui est importante, c'est que dans nos métiers, l'énergie va à la machine et c'est pas la machine qui va à l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est pas des camions qui allons à la station-service pour faire le plein, mais on a un chantier et c'est l'énergie qui va sur le chantier. La troisième, c'est qu'un chantier, c'est un environnement où il y a des vibrations, où il y a des poussières, où les enjeux de sécurité sont essentiels. Et par exemple, sur un chantier urbain, je ne vois pas très bien aujourd'hui comment autoriser de faire des pleins d'hydrogène sur des machines de travaux publics. Je pense qu'on n'est pas du tout près de cette solution. La dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'une machine de travaux publics, ça dure entre 10 et 15 ans. Et qu'il n'y a pas de moyen plus sûr de tuer une entreprise que de faire à cette entreprise des investissements échoués. Un investissement échoué, c'est un investissement dont on pense qu'il est bon à un moment, et puis au bout de 2, 3 ans, 4 ans, on s'aperçoit que non, ce n'était pas le bon chemin. Ça, c'est une façon radicale de tuer une entreprise. C'est probablement la plus radicale. Et donc nous, on a décidé d'orienter les travaux publics dans 2 directions. 2 directions seulement. Et de rester en veille pour voir s'il y a de nouvelles technologies qui apparaissent. Les 2 directions, c'est l'électricité pour les petites machines travaillant en site contraint, notamment les sites urbains, donc avec des pollutions sonores ou pollutions tout court importantes qu'il faut éviter en site urbain. Et ça, c'est l'électricité, très clairement, avec des solutions de recharge qu'il faut développer, soit par le câble, parce que les maîtres d'ouvrage doivent pouvoir développer ces solutions, soit par des conteneurs, comme ça a été dit tout à l'heure. Et là, on voit qu'il y a des progrès importants qui se font. Et puis la deuxième solution pour les machines moyennes et grosses, ou les chantiers non contraints, c'est un mélange de plus en plus riche en biocarburants et de carburants pétroliers, au fur et à mesure de la disponibilité des biocarburants. Parce que les biocarburants, ils ont un avantage par rapport aux carburants pétroliers, c'est qu'ils sont décarbonés, mais qui sont parfaitement miscibles. Le B100 est parfaitement miscible avec un gazole pétrolier ou le HVO. Le B100 aussi, mais il n'est pas homologué partout. Et donc, globalement, on peut enrichir les carburants pétroliers en biocarburants de façon à livrer nos machines en carburant de plus en plus décarbonés et décarboner ainsi notre profession. Et donc, c'est là-dessus qu'on s'inscrit. Alors maintenant, pour revenir à votre question, Raphaël, parce que j'ai été... Merci. Mais donc, c'était important. Globalement, un point très important, c'est que le 26 octobre, nous avons une conférence au ministère de l'économie où il a été acté par l'État que la profession des travaux publics était une profession prioritaire pour la disponibilité des biocarburants au même titre que l'aviation, que la marine et que les agriculteurs. Avec quelque chose qu'il faut rajouter, on parle souvent de biocarburants, c'est-à-dire l'utilisation de la biomasse, mais il y a aussi les e-carburants, c'est-à-dire ce qui résulte du traitement du CO2 avec un mélange d'hydrogène à la sortie des usines, donc c'est la captation du CO2 pour faire des e-carburants. Filière en développement. Donc on a acté ça avec le ministère de l'économie et il y a une deuxième chose qui a été actée et c'est là où moi je demande à l'État d'accélérer, c'est la création de 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur l'offre que peuvent constituer les biocarburants, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les biocarburants. Je pense qu'on n'a jamais fait un travail suffisamment puissant sur les biocarburants pour savoir ce qui est réellement disponible et ce qu'on peut faire. Et la deuxième groupe de travail, c'est sur la demande, de façon à permettre aux industriels des carburants de pouvoir investir et de créer une filière du biocarburant permettant de répondre à la décarbonation de nos énergies. Ces 2 groupes de travail, on en parle depuis 8 mois et ils ne sont pas créés à ce stade et je pense que c'est quelque chose qu'il faut impérativement accélérer. Donc, accélération sur ces groupes de travail, le message est clairement envoyé. Je voudrais qu'on refasse, il nous reste quelques minutes, un tour de table parce que sur cette question effectivement de la disponibilité, on a bien répondu. Moi, je voudrais savoir, la question initiale, c'est bien en finir avec la dépendance au pétrole. C'est quand
quand est-ce qu'on en sort, parce que l'emploi du fossile sur la planète, et vous allez voir, je vais encore parler de prix, François, ça a un coût, mais aujourd'hui, le remplacement par des énergies plus propres en a un aussi. La question, c'est est-ce que c'est supportable et comment je passe à l'échelle finalement. C'est là que le bas blesse, puisque manifestement, tout est disponible. Donc, ce passage à l'échelle, comment on le fait? Jean-Pierre? Je vois que personne ne veut répondre. Ah oui, je vois. Je ne suis pas sûr quelle est la réponse. Tout le monde travaille dans ce sens, forcément, parce que la prise de conscience est collective aujourd'hui, qu'il faut essayer de limiter notre impact. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre profession, elle est en ordre de marche dans le cadre de la transformation. Les travaux publics, acteurs pour la planète. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on utilise ce qui existe et on compte bien sûr sur les évolutions technologiques. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels on travaille qui vont être débattus tout au long de la journée, sur l'économie circulaire, sur les consommations en eau, etc., qu'on essaye de restreindre. Et puis on fait notre travail aussi de sensibilisation en interne auprès de collaborateurs, parce qu'on a un rôle aussi d'information, un rôle social, et puis aussi et surtout auprès de nos clients, de nos maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. C'était dit tout à l'heure par Xavier. Je crois qu'aujourd'hui les choses évoluent. Je crois que la loi climat et résilience va bientôt proposer dans le cadre des offres des marchés publics des critères environnementaux. La profession là aussi se met en ordre de marche pour mesurer tout ça et pouvoir proposer des offres environnementales au-delà des offres économiques. Voilà, nous on fait notre part de travail, on va dire, en ce qui concerne la profession, et on attend bien sûr de pouvoir utiliser les matériels les moins impactants possibles. Thomas? Oui, pour finir cette tour de table, de mon côté, je souhaiterais rajouter une chose. Moi, j'ai le privilège de travailler pour le groupe Liebherr. On n'est pas seulement constructeur d'engins, mais aussi motoriste. On a nos moteurs. C'est pour ça, ça m'intéresse fortement ce que vous dites tous, car déjà, nous avons des moteurs à gaz. Ça fait 30 ans qu'on les fabrique. Et il y a certainement des raisons que ça dépasserait maintenant le temps de... Pourquoi ces moteurs s'adaptent peut-être pas à nos engins. Nous avons développé un moteur hydrogène, 2 variantes. On peut le voir sur le stand. On l'a fait valider, implanté dans une pelle sur chenille qu'on fabrique à Colmar, où je suis basé. On l'a montré au dernier salon à Munich. Là, on a amené le moteur. La maturité n'est pas encore là pour la série, mais ça va venir. Et l'hydrogène, vous l'avez cité, hein, ça porte encore pas mal de questions. Mais c'est une des pistes. Après, il ne faut pas oublier non plus, dès qu'on dit biocarburant, mélange biocarburant jusqu'au B100, à partir d'un certain seuil, il faut adapter le moteur, techniquement. C'est ce qu'on oublie souvent, hein, les moteurs dans le transport, que je salue, hein, avec le B100, sont adaptés physiquement. Et nous, étant constructeurs d'engins TP, on a regardé si on le faisait pour nos moteurs aussi. Mais là, il faut dire, hein, c'est un micro-marché, c'est uniquement en France où il y a du B100, et avec le faible volume, pour nous, économiquement, c'est pas viable de développer ces moteurs pour du B100. C'est pour ça qu'on s'oriente vers du HVO. Là, il faut juste certifier le moteur avec ses émissions avec du HVO, mais pas avec le B100. Par contre, l'électrification, ça c'est la voie privilégiée. Car si on veut sortir de cette dépendance que vous avez citée du fossile, il faut penser à autre chose. Et ça passe par l'électricité. On peut le produire ici, mais dès qu'on ne peut pas l'utiliser, il faut stocker différemment dans un transport. En hydrogène, en ammoniac ou autre. On a fait tourner le premier moteur à l'ammoniac. Mais tout ça, c'est encore en recherche. C'est pour ça on a encore des années devant nous. On a l'offre qui est là, qui est disponible auprès des constructeurs, mais elle est embryonale. Mais ça va s'accélérer. On voit bien effectivement les grandes lignes qui commencent à se dessiner de ce fameux mix énergétique. Marc, je vous laisse répondre, bien sûr. Merci. Oui, donc ce qu'on peut peut-être proposer aux entreprises de TP, c'est d'abord de peut-être tout de suite de faire rouler leurs camions à l'oléosan. Ce sera déjà ça de fait, hein, en termes de décarbonation. L'autre petit point que je voulais dire, c'est qu'on fait aussi des fluxants verts dans la filière. Hein. Vous parliez des matériaux tout à l'heure qui représentent 60% des émissions de gaz à effet de serre de la filière. Et donc on propose des fluxants qui se substituent aux fluxants pétroliers. Ça permet évidemment de stocker du carbone au lieu de le mettre dans l'atmosphère. C'est aussi un gros intérêt du point de vue de la santé des travailleurs. Donc des sociétés comme Eiffage, comme Eurovia ont adopté ces solutions. C'est quelque chose aussi de significatif. Il faut penser à ça aussi, aux matériaux verts. Donc avec Oléoroute, vous pouvez aussi participer à la décarbonation par les matériaux.
on voit vraiment qu'il y a de nombreux modèles qui se dessinent et qu'il va falloir effectivement en éliminer certains et en choisir véritablement d'autres pour ce fameux mix, pour sortir de la dépendance au pétrole. Oui, alors l'enjeu de la sortie de la dépendance au pétrole, on vient de le dire, c'est il faut éviter les investissements échoués. On est sur des cycles d'investissement longs dans le BTP, donc on est plus sur des 12-15 ans minimum. Ça veut dire que les investissements d'aujourd'hui, les machines qu'on investit aujourd'hui, on les a encore en 2040. Voilà, donc ça donne une inertie aussi. Le BTP est un des secteurs qui sortira, mais avec une inertie longue, parce que derrière, il faut assurer la pérennité des entreprises. Donc aujourd'hui, moi je pense que le HVO, le groupe Total, a investi en France 1 milliard à peu près pour la production, la conversion de sites au HVO. Donc on a des unités de production de HVO en France, notamment à la Med aujourd'hui. Donc ça c'est un produit, on le voit, les sociétés de BTP y sont sensibles. C'est un produit qui aujourd'hui prend très bien dans le monde du off-road. Donc aujourd'hui il y a une demande forte. La transition se fait, donc le GNR switch vers le HVO quand les donneurs d'ordre acceptent de payer le prix. Donc là, je reviens sur la notion de prix. Il va falloir aussi accepter le prix de la décarbonation. Et ce prix, il sera aussi sur la partie électrique, puisque les véhicules électriques, aujourd'hui, si on regarde, on n'a pas parlé TCO, mais si on regarde les TCO On en parlera un petit peu plus tard. des véhicules électriques, on est aujourd'hui sur des ordres de x2, peut-être x3. Voilà. Donc il y a ça. Sur les petits engins, ça va arriver très vite. Et sur la partie camion, je pense il ne faut pas oublier que les camions vont passer beaucoup plus vite à l'électrique. Et que derrière, normalement, c'est 400 000 camions électriques qui seront sur les routes à horizon 2030 déjà. Alors, on n'a pas parlé TCO, mais on peut en parler, si vous voulez, François Renaud. Je crois qu'il vous a tendu la perche. Oui, alors on en parlera peut-être demain, Raphaël, du on en TCO, parlera parce demain. que je crois que c'est planifié, c'est prévu. Non, moi je voulais revenir parce que vous avez posé une question à l'origine du dernier tour de table. Oui. C'est quand ? Alors c'est quand ? Mais en fait les dates elles sont fixées. Je crois qu'on a tous rendez-vous en fait. Mais je reste en fait sur cette première question. Et je pense que Xavier, dans l'introduction, avant qu'on le rejoigne autour de la table, les échéances on les connaît, sont 2030 et sont 2050. Je vois pas pourquoi ici on commencerait à les remettre en cause ou à se poser la question de c'est quand. La question c'est comment on va y arriver. Alors je vais plus reparler d'argent, mais je vais parler d'associations de bienfaiteurs. Sous l'égide de la FNTP et des autres fédérations, il y a eu quelque chose qui s'est passé finalement assez récemment, c'est que les fédérations sont mises d'accord sur une feuille de route. Xavier a peut-être un autre avis que le mien, mais moi je trouve ça déjà une très très belle avancée. Il ne faut pas en rester là. Il faut qu'on ait, puisqu'on parlait d'investissement échoué, il faut que nos feuilles de route soient pleinement partagées et qu'il n'y ait pas une espèce de course à l'échalote de celui qui ira plus vite que l'autre ou dans une autre direction. Je pense qu'on n'a pas le temps, puisque c'était la question, de réfléchir à comment on s'y prend tous ensemble et il ne faut pas que les débats soient juste autour de la table devant la caméra, il faut que ces débats aboutissent sur justement ce fléchage des investissements, qu'ils soient publics ou privés. Donc c'est tous ensemble qu'on y arrivera et je préfère qu'on réponde à la question comment, parce que le quand, il s'impose plutôt à nous. Merci beaucoup. Merci à tous les 6 d'avoir été avec nous pour démarrer cette journée et ouvrir le débat sur cette question de la dépendance au pétrole. Vous l'aurez compris, une des difficultés qui se posent au secteur, c'est évidemment de substituer, de trouver les énergies de substitution.